Tout le monde rêve d'un refuge paisible au bord d'un lac. Mais acheter un chalet au Québec, ce n'est pas aussi simple que de tomber amoureux d'une belle vue. Entre des règles de financement strictes et des coûts souvent imprévus, si vous ne savez pas dans quoi vous vous embarquez, votre offre de paie peut vite devenir un cauchemar financier. Voyons ça ensemble. Je m'appelle LJ Aguinaga, je suis courtier immobilier chez LJ Immobilier à Montréal. J'ai accompagné des dizaines de clients dans l'achat des résidences secondaires et de propriétés de prestige. Et croyez-moi, acheter un chalet requiert une approche bien différente de l'immobilier urbain. Peut-être envisagez-vous d'acheter ou de vendre une maison dans la grande région de Montréal. Quand ce sera le moment, mon équipe et moi serons heureux d'être votre ressource immobilière de confiance. Allez voir les avis de nos clients sur Google. Plus de 200 nous accordent 5 étoiles. Nous en sommes fiers et cela nous encourage à toujours faire mieux. Donc, quand vous serez prêt à explorer les différentes possibilités d'investissement immobilier, réservez un appel stratégique avec moi grâce au lien dans la description. Il me fera plaisir de partager mon expertise et ma passion pour vous guider. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout ce que vous devez savoir avant d'acheter un chalet au Québec en 2025. Commençons d'abord par les types de chalets et les règles de financement. Les institutions financières classent les chalets en deux catégories. Le type A, habitable à l'année avec fondation, plomberie, chauffage, etc. Et le type B, saisonnier et plus rustique. Les chalets de type A requièrent une mise de fonds de 5 à 20 % selon qu'il s'agit d'un achat personnel ou d'un investissement, alors que les chalets de type B requièrent une mise de fonds d'au moins 35 %. Et sachez que certains prêteurs refusent purement et simplement de financer les chalets de type B. Voici une question que j'entends souvent. Puis-je faire refinancer ma maison pour acheter un chalet? La réponse est oui. Beaucoup le font par le biais d'une marge de crédit hypothécaire appelée un HELOC ou d'un refinancement avec un retrait d'équité. HELOC, c'est l'acronyme du terme en anglais Home Equity Line of Credit. En français, on pourrait traduire par marge de crédit hypothécaire. Avec un HELOC, le taux d'intérêt est plus élevé, mais vous pouvez rembourser à votre rythme. Le financement hypothécaire, lui, offre des taux plus bas, mais impose plus de restrictions sur les remboursements anticipés. C'est une solution intéressante si vous disposez d'une généreuse valeur nette sur votre résidence principale. L'avantage de la marge HELOC, c'est que vous n'avez pas besoin de vous requalifier pour un nouveau prêt. L'inconvénient est que vous augmentez votre risque en mettant votre maison en garantie. Exemple, si votre maison vaut 750 000 $ et que votre prêt hypothécaire actuel est de 350 000 $, un refinancement peut vous permettre d'emprunter jusqu'à 600 000 $. Vous pourriez donc accéder à 250 000 $ pour acheter votre chalet. Autre question qu'on me pose souvent. Comment les prêteurs voient-ils Airbnb et la location à court terme? La plupart des banques ne considèrent pas les revenus de location court terme comme des revenus admissibles. Certains prêteurs interdisent même la location à court terme dans les conditions du prêt. Pour espérer inclure ces revenus, vous devrez fournir au moins 2 ans des états financiers liés à cette activité pour la propriété. Même dans ce cas, les banques jugent cela risqué et offrent de moins bonnes conditions que pour une location traditionnelle à long terme. En résumé, si votre plan est de louer sur Airbnb, prévoyez du financement privé ou une mise de fonds plus élevée. Et gardez en tête que les nombreuses municipalités québécoises limitent sévèrement la location à court terme. Renseignez-vous toujours sur les règlements locaux. Parlons maintenant fiscalité et résidence secondaire. Quand vous vendez votre chalet, vous devez payer l'impôt sur le gain en capital. Or, vous ne pouvez pas désigner de propriété comme résidence principale. Si vous louez votre chalet à court terme, il y a aussi des indices en TPS et TVQ. Gardez des traces détaillées de vos dépenses. Elles seront utiles pour vos déductions fiscales. Maintenant, venons-en aux coûts cachés. Un chalet, ce n'est pas une maison en milieu urbain. Vous aurez probablement une fosse septique à entretenir, de l'eau de puits à analyser régulièrement et des coûts de chauffage parfois élevés, surtout si vous êtes hors réseau. L'accès saisonnier peut aussi poser des problèmes. Pensez au déneigement, aux chemins privés. Les assurances, qu'il s'agisse d'inondations ou de feux de forêt, peuvent être plus chères ou limitées. Lorsqu'on parle de résidences secondaires, les inspections sont indispensables. Les chalets sont souvent plus vieux, parfois mal entretenus. Il vous faudra peut-être des inspections spécialisées pour la fosse septique, la qualité d'eau et même la vérification des parasites comme les fourmis charpentiers. Faites appel à un inspecteur qui s'y connaît bien en matière de propriété récréative ou secondaire.
C'est un monde complètement différent d'une situation en ville. Alors, qui devrait acheter un chalet? Si vous êtes financièrement stable, réaliste quant au coût et à l'entretien, que vous aimez la nature et recherchez une qualité de vie à long terme, le chalet est probablement pour vous. Si la particularité de l'entretien d'un chalet à la campagne vous effraie, vous apprécieriez quand même de rejoindre la nature de temps en temps en louant un chalet. Mais pour ceux qui sont prêts à acheter un chalet au Québec, parlons-en ensemble. Je peux vous aider à analyser votre situation financière, vos objectifs et vous guider à chaque étape du financement aux règlements municipaux. Réservez votre appel stratégique via le lien sous la vidéo et abonnez-vous pour plus de conseils judicieux sur l'immobilier québécois. Merci encore pour l'accueil aujourd'hui et on se retrouve très bientôt.